Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette séquence 2 du cours d'arithmétique qui va être consacrée à la divisibilité dans Z. Donc dans un premier temps, nous allons revenir sur une notion de base qui va être importante pour toute la suite de ce cours. Une notion qui vous est un peu familière, vous avez certainement étudié au collège. Donc c'est celle de divisibilité d'un nombre entier par un autre nombre entier. Bon, vous l'avez vu dans le cadre des entiers naturels, nous allons généraliser ça aux entiers relatifs. Alors, les objectifs de cette séquence vont être de connaître la notion de divisibilité donc dans Z, c'est ça la nouveauté principalement, et d'utiliser les principales propriétés de la divisibilité dans Z. Alors, nous allons commencer par une activité pour redécouvrir cette notion ou bien pour la découvrir. Alors, on va vous demander d'écrire les nombres suivants qui sont donnés, les différentes valeurs de A. Donc, sous forme de produit de deux entiers relatifs, et cela de toutes les façons possibles. Alors, nous vous proposons les nombres A suivants. A égale 143, A égale moins 15, A égale 1, A égale moins 1, et enfin A égale 0. La solution de cette activité va être présentée tout de suite. Dans l'activité 1, donc, il s'agissait d'écrire quelques entiers sous forme de produit de deux autres entiers. Par exemple, 15. Comment l'écrire comme produit de deux entiers? Eh bien, on peut penser que, évidemment, c'est 1 fois 15. Mais ici, il s'agit d'entiers relatifs. Donc, on peut aussi utiliser des entiers négatifs. Et donc, on peut aussi dire que c'est moins 1 fois moins 15. Alors, une autre décomposition possible de 15, c'est 15 égale 3 fois 5. Évidemment, c'est donné par les tables de multiplication élémentaire. Et on peut évidemment aussi l'écrire sous forme de produit de deux nombres négatifs, comme moins 3 fois moins 5. Alors, nous avons maintenant 4 décompositions du nombre 15. Alors, chacun des nombres qui intervient dans ces décompositions va être appelé un diviseur de 15. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Le deuxième exemple qu'on vous avait proposé, c'était moins 143. Alors, évidemment, la première décomposition qui vient à l'esprit, c'est moins 1 fois 143. Alors, ce qu'on peut aussi écrire en changeant les signes, 1 fois moins 143. Alors, on voit déjà que chaque fois qu'on a une décomposition, on en obtient une autre en changeant les signes. Alors, une autre décomposition possible de moins 143, on peut remarquer que 143 lui-même, c'est 11 fois 13. Donc, on pourrait l'écrire comme moins 11 fois 13, ou bien comme 11 fois moins 13. Alors, tout cela sont des écritures possibles du nombre entier relatif moins 143 comme produit de deux entiers. Et comme dans l'exemple précédent, on va dire que aussi bien moins 1, 143, 1 moins 143, moins 11, 13 et 11 et moins 13 sont des diviseurs du nombre moins 143, ou bien que moins 143 est un multiple de ces nombres. Alors, il restait encore un autre nombre, c'est le nombre 1. Alors, 1, comment l'écrire de toutes les façons possibles comme produit de deux entiers? Bon, on a évidemment 1 égale 1 fois 1, ça c'est clair, et automatiquement on en déduit que c'est moins 1 fois moins 1. Alors, il apparaît ainsi que 1, ces deux diviseurs sont 1 et moins 1. Alors, il n'y a pas d'autre façon possible d'écrire 1 sous forme de produit d'entier, c'est facile à voir. Alors, de la même manière, moins 1, on peut l'écrire moins 1 fois 1, ou bien 1 fois moins 1. Donc, moins 1 aussi va avoir exactement comme diviseur 1 et moins 1. Enfin, on nous demande d'écrire 0 de toutes les façons possibles comme produit de deux entiers. Eh bien, 0, on peut dire que c'est 0 fois 1, c'est aussi 0 fois 2, c'est aussi 0 fois ce que vous voulez, par exemple cette année, 2020. Et donc, par là, vous voyez que 0 a une infinité de diviseurs. On peut toujours écrire 0 égale 0 fois un certain autre nombre. Et donc, voilà. Donc, il y a plusieurs façons. Là, on peut vraiment multiplier les exemples. Si je prends 2020, ça veut dire que vraiment, on peut prendre n'importe quel nombre. Bon, cette activité nous a permis donc de découvrir la notion de diviseur. Et nous allons voir notre première définition. Donc, soit A et B, deux entiers relatifs. On dit que A est un multiple de B s'il existe un autre entier relatif K, tel que A égale K fois B. Maintenant, dans le cas où B est différent de 0, on dit aussi que B est un diviseur de A, ou que B divise A, et on note, comme vous le voyez ici, B avec ce symbole, cette barre verticale, A. Alors, voici quelques exercices d'application. Soit P un nombre premier. Quels sont tous ces diviseurs? Est-ce que vous pouvez déterminer tous les diviseurs d'un nombre premier P?
Alors voici la solution. Soit P un nombre premier. Quels sont les diviseurs de P? Alors, les nombres premiers vous sont familiers. Par exemple, prenons un simple comme 7. 7, ses diviseurs sont 1 fois 7. On peut le décomposer comme ça, ou bien moins 1 fois moins 7. Alors, c'est facile de voir que n'importe quel nombre premier va fonctionner comme ça, parce que justement, la définition d'un nombre premier, c'est qu'il n'a qu'une seule décomposition possible. Donc, de manière générale, si P est un nombre premier, ses diviseurs sont exactement au nombre de 4. Il s'agit de 1, P, et évidemment moins 1 et moins P. Parce que les seules façons que vous avez d'écrire P, c'est P égale 1 fois P, ou bien égale moins 1 fois moins P. Donc, un nombre premier a 4 diviseurs relatifs. 1 est lui-même, ou bien moins 1 est son opposé. Alors, un deuxième exercice. Pour quel nombre relatif A, le nombre A carré moins 1 est-il divisible par 8? Alors, on vous demande d'émettre une conjecture. Vous faites des essais pour voir, essayer de deviner de quel nombre il s'agit. Et ensuite, vous démontrez la conjecture, l'hypothèse que vous venez de faire. Voilà, on va passer à la solution de cette activité. On considère un nombre de la forme A carré moins 1. Et on nous demande pour quelle valeur de A, pour lesquelles A carré moins 1 est divisible par 8. Alors, on nous demande de conjecturer pour quelle valeur de A c'est vrai. Bon, on va faire quelques essais. Pour A égale 0. On a 0 au carré moins 1 qui est égal à moins 1 n'est pas divisible par 8. Moins 1 n'est évidemment pas divisible par 8. Alors par contre pour A égale 1, on aura A au carré moins 1, ce qui sera égal à 1 au carré moins 1, qui sera égal à 0. Et donc 0 est divisible par 8. Pour A égale 2, on trouve 2 au carré moins 1, c'est-à-dire 3, n'est pas divisible par 8. Pour A égale 3, bon, je vous épargne le détail du calcul, on va trouver 9 moins 1, ça fait 8, qui est bien divisible par 8. Pour A égale 4, eh bien, on a 16 moins 1 égale 15, n'est pas divisible par 8. On va faire un dernier essai avec A égale 5. Dans ce cas, A au carré moins 1 est égal à 25 moins 1, qui est égal à 24 et qui est bien divisible par 8, pardon, est divisible par 8. Donc si on fait un résumé, on voit que pour 0, la réponse est non. Pour 1, la réponse est oui. Pour 2, la réponse est non. Pour 3, la réponse est oui. Pour 4, la réponse est non. Et pour 5, la réponse est oui. Alors, quelle tendance semble se dégager ici? On voit que ça a l'air de marcher pour les nombres impairs. Donc la conjecture, c'est A au carré moins 1 est divisible par 8 si A est impair. Donc ça va être ça, ce que nous sentons. On va passer maintenant à la démonstration. On demande de justifier cette conjecture. Alors, voici la preuve. En effet, on sait qu'un nombre impair est de la forme 2k plus 1. Si A est impair, il est de la forme
A égale 2K plus 1. Alors à ce moment-là, A au carré moins 1 va être égal à 2K plus 1 au carré moins 1. Alors si on développe ce carré-là facilement, on va voir qu'on a 4K au carré plus 4K plus 1 moins 1. D'après une formule d'identité remarquable que tout le monde connaît. Donc en simplifiant ici, on va se retrouver avec égal 4 fois K que multiplie K plus 1 par une factorisation simple. Alors maintenant, parmi les deux nombres K et K plus 1, c'est sûr qu'il y en a un qui est pair. Pourquoi? Parce que si K est pair, donc il est déjà pair. Sinon, s'il n'est pas pair, le suivant, K plus 1, qui est l'entier suivant, est forcément pair. Donc, or, la remarque ici, c'est que K plus 1 est forcément pair, est un nombre pair. Donc, prenez 2 fois 3 ou bien 3 fois 4, il y en a toujours l'un des deux qui est pair. Donc, on peut dire que K, facteur de K plus 1, est de la forme lui-même 2H. Alors, si on remplace dans cette écriture-là K plus 1 par 2H, donc d'où A au carré moins 1 sera égal à maintenant 4 et K plus 1, je le remplace par 2H. Cela fait bien 8H. Et il est ainsi établi que A au carré moins 1 est un multiple de 8. Donc est divisible par 8. Voici donc la preuve formelle. Donc si A est impair, A au carré moins 1 est divisible par 8. Alors on pourrait aussi montrer que si A est pair, A au carré moins 1 n'est pas divisible par 8. Par un argument du même genre. Donc les valeurs de A pour lesquelles A au carré moins 1 est divisible par 8 sont donc les nombres A qui sont impairs. Après ces activités, on va continuer le cours. Voici un point de vocabulaire. Donc si A est un multiple de B, on dit aussi que A est divisible par B ou que B est un diviseur de A. Une autre notation, l'ensemble des multiples d'un entier relatif n, c'est l'ensemble noté nz. On note cet ensemble-là nz. Donc par exemple, l'ensemble des multiples de n, c'est constitué des nombres tels que moins 2n, moins n, 0, n, 2n, 3n, etc. Donc il y en a évidemment une infinité. Par exemple, 0z, l'ensemble des multiples de 0. Un multiple de 0, c'est un nombre donc, qui s'écrit 0 fois quelque chose. Il est facile de voir que ça ne peut être que 0. L'ensemble des multiples de 1, tout nombre est multiple de 1, parce que tout nombre, par exemple 2020, est égal à 1 fois 2020. Donc 1z est égal à z. 2z, c'est l'ensemble des multiples de 2, c'est tout simplement l'ensemble des entiers pairs, etc. Alors, voici une activité pour découvrir les propriétés de la divisibilité. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, et C, un entier. Que peut-on dire de A et B, sachant que A divise B et B divise A? Que peut-on dire de A et C, sachant que A divise B et B divise C? Alors, nous vous proposons maintenant la solution de cette activité. Alors, dans cette activité, on vous demandait ce qu'on peut dire. Que peut-on dire de deux entiers A et B, deux entiers relatifs, évidemment, tels que A divise B et en même temps aussi B divise A. Que peut-on dire de ces deux nombres? Si à la fois on a A divise B et B divise A. Eh bien, si A divise B, par hypothèse, par définition, il existe un entier K appartenant à Z tel que... Alors, je vous rappelle que cette barre oblique-là se lit tel que... Comme on va être souvent amené à écrire ça, j'utilise cette notation. Donc, tel que B égale K fois A. Et de la même manière, si B divise A, il existe un autre entier a priori, K', différent de K, pas forcément égal à K, appartenant à Z, tel que maintenant c'est B qui divise A, donc A égale K' fois B. Alors cette écriture de A, on va la remplacer dans l'écriture précédente, d'où B est égal à K fois, et on remplace A par cette écriture-là, K' B. Alors ce qui va nous donner entraîne que B égale évidemment K', comme ceci, à cause de les propriétés de la multiplication, fois B. Alors à ce moment-là, on en déduit que, en simplifiant, implique que K' égale 1, en simplifiant par B. Alors si K' égale 1, K et K' étant des entiers, les seules possibilités, c'est que soit K égale K' égale 1, ou K égale
K' égale moins 1. Ce sont les deux seules façons d'avoir 1 comme produit de deux entiers. Alors maintenant, si K égale 1, on va avoir B égale A. Donc, B égale A. Et si K égale moins 1, on a évidemment B égale moins A ou B égale, voilà, on a B égale moins A. Finalement, la conclusion de ce raisonnement, c'est que si on a à la fois A divise B et B divise A et B étant des entiers relatifs non nuls, eh bien, la conclusion, ce que montre ce raisonnement, c'est que forcément, ils sont égaux ou bien ils sont opposés. Alors, on demandait aussi quelles sont les relations entre A, B et C si on a à la fois A divise B et B divise C. A, B, C étant des entiers relatifs. Alors, si A divise B, il existe un entier K. Alors, ce symbole E à l'envers, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais ça se dit, il existe. C'est comme c'est une notation pour il existe en mathématiques. On va être amené à l'utiliser souvent, je l'introduis ici. Donc, il existe un K, un entier relatif, K appartenant à Z, tel que B égale K fois A. Alors, comme aussi B divise C, il existe un autre entier relatif a priori, qu'on appellera K', différent de K, appartenant à Z, tel que C égale K' fois B. Mais alors, d'où on en déduit que C égale K' fois, et on remplace B par cette expression-là, donc K fois A, ce qui s'écrit K', K que multiplie A. Alors, on voit par là que C est un multiple de A, donc entre A divise C. Alors, ce raisonnement montre que si on a à la fois A divise B et B divise C, alors on peut conclure que A divise aussi C. Les activités précédentes nous ont permis de dégager les propriétés suivantes de la divisibilité. D'abord, alors on va les énoncer, attention, pour des entiers naturels non nuls. La notation n étoile signifie que on s'intéresse à l'ensemble des entiers naturels sauf 0. Alors d'abord, pour tout entier naturel non nul A divise A. Alors cette propriété est appelée réflexivité. La justification est facile parce que A est égal à 1 fois A. Pour tout entier naturel non nul A et B, si A divise B et B divise A, alors A égale B. Alors ça, c'est une conséquence de ce qu'on avait vu dans l'activité de tout à l'heure. Parce que je vous rappelle qu'on avait démontré que si c'est des entiers relatifs, on a soit A égale B ou A égale moins B. Mais comme ce sont des entiers naturels, la seule possibilité, c'est que A égale B. Cette propriété porte le nom d'antisymétrie. Et enfin, troisième propriété, qu'on a vue aussi dans l'activité, pour tout entier naturel non nul A, B et C, si A divise B et B divise C, alors A divise C. Cette propriété est appelée transitivité. Maintenant, l'ensemble de ces trois propriétés, donc qu'a la relation de divisibilité, la réflexivité, l'antisymétrie et la transitivité, toute relation qui a ces trois propriétés en mathématiques, on appelle ça une relation d'ordre. Donc, on résume les propriétés 1, 2 et 3 en disant que la divisibilité, la relation de division est une relation d'ordre dans n étoiles, attention, pas dans Z, mais dans n étoiles. Alors, les relations d'ordre sont des structures qu'on étudie couramment en algèbre, vous en entendrez parler au cours de vos études ultérieures. Alors, une quatrième propriété maintenant très importante et souvent utilisée dans les exercices, c'est la suivante. Si A divise B, si un nombre A divise deux autres nombres B et C, alors A divise tout nombre de la forme U fois B plus V fois C. C'est-à-dire, on appelle ça une combinaison linéaire de B et C. Et ça, c'est vrai pour tout entier relatif U et V. Alors, nous vous proposons, pour finir cette séquence, quelques exercices d'application. Le premier, c'est le suivant. L'entier 4200 au cube plus 3521 puissance 10 est-il divisible par 7? Deuxième exercice. L'entier 260 puissance 260 plus 11 est-il divisible par moins 13? Là aussi, la solution va suivre ici dans ce qui suit. Alors, dans cette activité, il s'agit de voir est-ce que le nombre 4200 au cube, on va l'appeler grand A, plus 3521 à la puissance 30, non, à la puissance 10, est-il divisible par 7? Alors, on nous demande si ce nombre, 4200 au cube plus 3521 puissance 10, est divisible ou non par 7.
Bon, évidemment, c'est un très grand nombre et je ne pense même pas que la machine à calculer puisse vous permettre d'afficher ce nombre. C'est un nombre très grand. Et donc, on doit utiliser d'autres méthodes qu'un calcul divisé par 7 pour voir si le résultat tombe juste. Alors, on va utiliser les propriétés de la divisibilité. Alors, on va d'abord commencer par remarquer que 4200, on voit facilement que c'est 42 fois 100. Et comme 42 lui-même, c'est 6 fois 7, ça c'est les tables de multiplication élémentaire. Donc, c'est 6 fois 7 fois 100, donc entraîne que 4200 est divisible par 7. Alors, il en résulte automatiquement que 4200 au cube est aussi divisible par 7, évidemment, puisque c'est 4200 multiplié par lui-même 3 fois. Et donc, dans chaque facteur, il y a 7. C'est clair que 4200 au cube va être aussi divisible par 7. Alors, maintenant, d'autre part, bon, ça c'est un premier point si vous voulez. D'autre part, considérons l'autre partie de ce nombre, à savoir 3521. Bon, on remarque à la puissance 10, certes, mais bon, pour le moment, on va s'intéresser à 3521 seulement. On remarque qu'il est constitué de 35 et 21. Bon, on va remarquer que donc 3521 est égal à 35 fois 100 plus 21. Alors, c'est facile de voir que 35, c'est 7 fois 5. Donc, c'est 7 fois 5 fois 100 plus 7 fois 3. Alors, on peut mettre 7 en facteur. Bon, il y aura un nombre à côté. Bon, c'est 503. Bon, peu importe la valeur de ce nombre d'ailleurs. Mais en tout cas, cela montre que 3521 est divisible par 7. Et donc, divisible alors, comme tout à l'heure, il en résulte aussitôt que 3521 à la puissance 10 est aussi divisible par 7. En effet, comme il y a 7 dans chacun des 10 facteurs, il y aura aussi 7 au moins dans le produit. Donc 3521 est divisible à la puissance 10 est divisible par 7. Alors, c'est là que maintenant intervient cette histoire de combinaison linéaire qu'on vient de voir. Nous venons de voir que séparément, 4200 au cube est divisible par 7, 3521 puissance 10 est divisible par 7. Or, tout à l'heure, on avait vu que si un nombre A divise deux nombres B et C, il divise toute combinaison linéaire de B et C. Donc, en particulier, il divise B plus C. On vient de montrer que 7 divise 4200 au cube, 7 divise 3521 à la puissance 10. Donc, d'après la propriété qu'on vient de voir, 7 divise tout nombre de la forme 4200 au cube fois U plus 3521 à la puissance 10 fois V. En particulier, si on prend U égale 1 et V égale 1, en particulier, entre parenthèses, U égale V égale 1, eh bien, on va voir que 7 divise 4200 au cube plus 3521 à la puissance 10, c'est-à-dire tout simplement que 7 divise A. Donc on vient de voir effectivement que A est divisible par 7 à partir de calculs simples et en utilisant les propriétés de la divisibilité, sans connaître explicitement ce nombre qui est, encore une fois, un très grand nombre probablement. Alors, dans le deuxième exercice, on vous demandait est-ce que le nombre qu'on va appeler B égale 260 à la puissance 260 plus 11 est-il divisible par moins 13? Point d'interrogation. Alors là aussi, ce n'est pas un calcul explicite de ce nombre qui va nous permettre de répondre à ça, parce que c'est probablement un nombre tellement grand, 260 puissance 260, donc 260 multiplié par lui-même 260 fois. Même les machines à calculer ordinaires que vous avez ne peuvent pas afficher la valeur de ce nombre. Alors il faut donc recourir à d'autres méthodes, donc utiliser les propriétés de la divisibilité. 260, donc on voit déjà qu'il y a 26. 26 a une relation avec 13. Donc on va commencer par remarquer que 26 est égal à 13 fois moins 2, évidemment, c'est facile à noter ça. Et donc 260 qui est égal à 26 fois 10, donc c'est 13 fois... Bon, c'est 13 fois moins 2, mais comme c'est moins 13 qui nous intéresse, on va remarquer que c'est moins 13 fois 2. Donc là, on va dire que c'est moins 13 fois 2
fois 10. En tout cas, tout cela montre que 260 est divisible par moins 13. Alors, il en résulte aussi que, évidemment, s'il y a moins 13 dans 260, il y aura moins 13 dans tous les produits de 260 par lui-même. Donc, 260 à la puissance 260 est donc divisible par moins 13. Alors, maintenant, si moins 13 divisé B, bon, si vous me voyez utiliser ce conditionnel, c'est qu'on va conclure que moins 13, évidemment, ne divise pas B. Si moins 13 divise B, alors, comme moins 13 divise 260, puissance 260, on vient de voir que si un nombre divise deux nombres différents, il divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Donc, il devrait en particulier diviser B moins 260, puissance 260. Alors, il diviserait, d'après la propriété qu'on vient de voir, donc il diviserait B moins 260 à la puissance 260. Or, B moins 260 à la puissance 260, d'après cette égalité, c'est tout simplement 11. Donc, moins 13 diviserait 11, ce qui n'est évidemment pas vrai. Hein, 2 points, absurde, faux. Hein. Alors, on vient d'utiliser un genre de raisonnement qu'on appelle raisonnement par l'absurde. Donc, on en déduit que moins 13 ne divise pas B. Donc, conclusion. Alors, je crois que tout le monde se convainc facilement du fait que moins 13 ne divise pas 11. Vous ne pouvez pas écrire 11 comme produit de moins 13 par un autre entier. C'est vraiment... Ce sont des nombres premiers d'ailleurs, 13 et 11. C'est clair que ce n'est pas possible. Donc, la conclusion qu'on tire de ce raisonnement, c'est que B n'est pas divisible par 13. Alors là, encore une fois, on avait annoncé au début du cours que dans le cours d'arithmétique, on va utiliser tous les types de raisonnement en mathématiques. Vous voyez qu'ici, on vient d'utiliser un type de raisonnement qu'on appelle raisonnement par l'absurde. Hein? Donc, on a supposé que moins 13 divise B, on est arrivé à une conclusion qui est inexacte. Et on a déduit que c'est le contraire qui est vrai. Donc, B n'est pas divisible par moins 13. Alors, là aussi, vous voyez comment les méthodes et les raisonnements sur la divisibilité permettent de conclure sur des nombres très compliqués de ce genre. Même si on n'en connaît pas la valeur, on est quand même capable de justifier qu'il n'est pas divisible par moins 13. Bonjour chers élèves, bienvenue au magazine Apprendre à la maison de Canal Éducation et ravi de vous retrouver pour le débriefing du cours de M. K sur l'arithmétique en terminale S1 et qui a porté aujourd'hui sur la notion de divisibilité dans Z. Donc, sur le plateau, vous avez votre serviteur M. Sagna, inspecteur de mathématiques, qui est accompagné dans ce débriefing par M. K, le professeur M. K, auteur de la prestation que vous venez de voir. Et à ma droite, j'ai l'enseignant-chercheur, formateur à la FASTEF, M. Ahmed Ndiaye. M. Ahmed, quelles sont vos impressions par rapport à la prestation de M. K qui s'est appuyé sur deux activités pour énoncer la définition sur la notion de divisibilité, mais également qui s'est appuyé sur une activité également pour faire découvrir aux élèves des propriétés en rapport avec cette notion. Voilà, merci M. Sagna. Donc, bonjour chers élèves. Alors, M. Carr, je commence d'abord par vous féliciter pour la bonne prestation. Alors, qui est très riche en pédagogie, dans la mesure où tu as commencé par une activité, comme l'a dit l'inspecteur M. Sagna. Ensuite, tu as donné une définition et enfin des propriétés, avant de donner des exemples d'utilisation de ces propriétés. Alors, donc le conseil peut-être que je peux donner aux élèves, c'est d'apprendre le cours, de bien maîtriser les propriétés qui seront utiles pour la suite et de faire beaucoup d'exercices. Si on s'appuie sur l'exemple, on voit que sur chaque propriété, il a donné un exemple d'utilisation. Et ça, c'est très important en mathématiques. On donne des propriétés, mais il faut savoir les utiliser. Et M. K a bien fait ça dans sa prestation. Donc, encore une fois, félicitations
le doyen K. Merci, Sagna. Merci, M. Ndiaye. Félicitations également à M. K. C'est l'avis de l'expert. Et quels étaient tes objectifs par rapport à cette prestation? Bon, et tes impressions également. Donc, commencer le cours d'arithmétique en présentant une notion de base qui est vraiment au cœur de l'arithmétique, la notion de divisibilité. Donc, quand on s'intéresse aux propriétés des nombres, la première idée, c'est d'essayer de les écrire comme produits d'autres nombres. C'est donc ça qui est le concept même de divisibilité. Et donc, c'est une notion qui va être sous-jacente à toutes les idées qui vont venir après dans la suite du cours, comme la notion de congruence, les PGCD, les systèmes de numération. Tout cela, la divisibilité est au cœur de toutes ces idées-là et de toutes ces notions. Donc j'ai voulu commencer par ça, une présentation, bon, en tout cas assez classique, et puis rappeler la notion de divisibilité que les élèves connaissent déjà d'ailleurs, on l'apprend depuis l'école primaire, mais surtout insister sur ses propriétés fondamentales. Un groupe de propriétés qu'on utilise, qui sont simples à énoncer, mais qui sont au cœur de manipulation de résultats assez profonds sur les nombres. Donc on peut manipuler de grands nombres, dire des résultats sur eux, uniquement en utilisant des principes de divisibilité. Donc c'est ce que j'ai essayé un peu de faire dans cette présentation. Merci, M. K. Et nous retenons avec M. K que la divisibilité est vraiment au cœur de l'arithmétique et elle va nous permettre de nous approprier beaucoup de notions intéressantes qui viendront par la suite. Et M. Ndiaye, par rapport à ces propriétés, y a-t-il pas des précautions à prendre pour mieux les utiliser? Bon, exactement. Bon, comme l'a dit M. K, il l'a dit dans ses propos. Donc, en mathématiques, on peut donner des propriétés qui sont très simples quand on lit. Mais il faut savoir les utiliser. Par exemple, il a cité tout à l'heure les grands nombres. Si j'ai un petit nombre, je peux savoir les diviseurs de ce nombre. Mais si j'ai un grand nombre, parfois j'ai des difficultés pour donner les diviseurs. C'est pourquoi, parmi les propriétés, on dit que si A divise B et A divise C, alors il divise toute combinaison linéaire de B et C. Et ça, c'est très important, il l'a donné en exemple. Mais aussi, il faut faire attention, parce que pour la divisibilité, il faut faire attention au diviseur. Le diviseur ne doit pas être 0. Donc, il faut faire attention. Dans la définition, il l'a énoncé. Tout au début de la définition, il prend deux entiers A et B et il donne la définition. Mais pour donner le diviseur, il a fixé le B non nul. Et ça, c'est très important pour l'utilisation. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Vraiment, vous avez éclairé notre lanterne par rapport à ces précautions à prendre par rapport à n'importe quelle règle des mathématiques. Vraiment, il y a des précautions à prendre. On ne peut pas venir les yeux fermés et appliquer comme ça les propriétés, surtout concernant le B qui doit être non nul pour parler de diviseur. Monsieur K, l'arithmétique, bon, je ne sais pas, à voir votre prestation, il me semble que, je ne sais pas, je peux me tromper, que l'arithmétique est un domaine à part qui n'a pas de lien avec la géométrie et l'arithmétique. Et même, il me semble que dans les autres classes, on ne fait pas d'arithmétique. Est-ce que j'ai bien compris? Si on fait l'arithmétique, en fait, depuis l'école primaire, hein, l'arithmétique, je peux même dire que c'est la base des mathématiques. Donc, dès qu'on commence à compter, à écrire les nombres, donc tout ça, ce sont des parties évidemment très élémentaires de l'arithmétique. Mais c'est en terminale, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on a suffisamment de maturité et de capacité de raisonnement. Et puis l'arithmétique est vraiment étroitement liée aux autres parties des mathématiques. Par exemple, je peux vous dire, sans connaître tous les détails, mais qu'un résultat d'arithmétique très célèbre est resté 300 ans sans pouvoir être démontré. C'est le fameux grand théorème de Fermat. Okay. Alors, pour le démontrer, celui qui l'a démontré, c'est un mathématicien anglais qui s'appelle Wiles. Alors, il a utilisé des arguments qui n'appartiennent même pas à l'arithmétique. C'est des arguments qui appartiennent à la géométrie, à la théorie des courbes. Donc, pour vous dire que l'arithmétique est au cœur, est vraiment étroitement lié à beaucoup de parties des mathématiques. Donc, parfois, pour résoudre un problème d'arithmétique, on peut utiliser une autre partie des mathématiques pour résoudre ça. Mais l'arithmétique elle-même, en tant que telle, a ses propres méthodes, a ses propres démarches qui sont assez fascinantes parce qu'en fait, c'est des idées simples et pourtant, on arrive à démontrer des résultats qu'on n'aurait pas pu accéder par des calculs directs ou bien par des
Vraiment, on met en œuvre vraiment des raisonnements et puis c'est très pédagogique parce que tous les raisonnements en mathématiques interviennent, la plupart des raisonnements classiques en mathématiques. C'est la reine des mathématiques, quoi. La reine des mathématiques, c'est vrai, on en avait parlé la dernière fois. Donc, chers élèves, vraiment, travaillez à vous approprier ces propriétés en arithmétique, vraiment, si vous voulez réussir en mathématiques et dans tous les domaines. Et bien sûr, vous autres, chers élèves, vous n'êtes pas en reste dans ce débat, dans ces échanges, parce qu'apprendre à la maison, c'est pour vous. Donc vraiment, on attend vos questions, on attend vos contributions. Est-ce qu'il y a un élève en ligne, la régie? Bonjour, je me nomme Yuma Sakho et je suis élève à Bakel. Sur YouTube, nous avons vu un jeune Nigérien qui a découvert un critère de divisibilité par 7. Mais nous n'avons pas compris la démarche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait? Merci beaucoup, Nima Sakho. Vraiment, ça nous réconforte. Ça montre qu'on est suivi depuis Bakel. Et j'en profite vraiment pour saluer tous nos élèves de Bakel et dans toutes les régions du Sénégal. Et Nima, ta question, elle est vraiment intéressante. Déjà, il parle de jeunes Nigériens, donc peut-être un jeune qui a votre âge, et qui découvre un critère de divisibilité. C'est de ça dont on vient de parler. Maintenant, peut-être donner la parole à M. K pour nous édifier encore sur cette découverte du jeune Nigérien par rapport aux critères de divisibilité par 7. M. K? Bien, oui, j'ai entendu parler de ce critère. Donc, en fait, on ne peut pas parler tout à fait de découverte au sens strict, puisque cela n'enlève rien au mérite de ce jeune Nigérian. Donc, il paraît qu'il l'a redécouvert tout seul avec ses recherches. Mais c'est un critère qui était connu déjà auparavant. On peut trouver des livres. Je voulais justement d'abord mieux préciser ce que c'est qu'un critère de divisibilité. Donc, c'est une méthode simple pour savoir si un nombre est divisible par un autre. Alors, des fois, ce n'est pas aussi simple, surtout si c'est un grand nombre. Alors, surtout la divisibilité par 7, parce qu'il y a des nombres pour lesquels savoir si c'est divisible par ces nombres-là, ce sont des critères assez simples. Par exemple, pour savoir si un nombre est divisible par 10, on va juste regarder s'il est terminé par 0. Mais par contre, par 7, ce n'est pas évident. Et donc, c'est tout à fait le mérite de ce jeune-là. Maintenant, si vous y tenez, je peux vous expliquer juste la démarche, l'idée qui est derrière cette méthode, sans la justifier. Parce que pour la justifier, vraiment, il faudrait utiliser d'autres notions qu'on n'a pas encore vues, comme les congruences. Mais je peux vous donner un exemple, par exemple. Avec plaisir. Allez-y, M. K. Pour vous illustrer ce critère-là. On est impatient de voir ce que le jeune Nigérien a découvert. Complète, quoi. Alors, prenons un nombre simple comme 1673. Nous voulons vérifier s'il est divisible par 7. Eh bien, on va d'abord commencer par séparer ce nombre en deux, en tout cas diviser ce nombre en deux parties. On va isoler le chiffre des unités, le dernier chiffre à droite, et laisser la partie qui est constituée des autres chiffres ici. Et on va faire la chose suivante, on va retrancher, on va ajouter 5 fois ce nombre au nombre qui est représenté par ces trois chiffres. Donc on va faire 167 plus 5 fois 3. Alors 167 plus 5 fois 3, ce n'est pas difficile de voir que c'est 167 plus 15, égale 167 plus 15. Alors après calcul, on trouve 182. Alors, on va travailler sur ce nouveau nombre. Lui-même aussi, il n'est pas tellement évident que de voir s'il est divisible par 7 ou pas. Mais on va lui appliquer la même démarche. On va donc isoler le chiffre des unités 2 et prendre le nombre 18 et le mettre de côté. Et on va appliquer la même méthode. On va faire 18 plus 5 fois 2. Alors, cela va nous donner 18 plus 10, qui est égal à 28. Et on se rend compte que 28 est divisible par 7. Maintenant, ce que la méthode dit, c'est qu'à ce moment-là, on peut affirmer que le nombre dont on était parti au départ, donc le nombre 1673, est aussi divisible par 7. Donc ici, conclusion. 1673 est divisible par 7. Finalement, si vous voulez, ce critère, il vous dit que tout nombre obtenu à partir d'un nombre donné en faisant cette manipulation, si le nouveau nombre est divisible par 7, alors le nombre précédent est aussi divisible par 7. Donc c'est en gros ça l'exposé de la méthode. Maintenant la justification, comme je vous l'ai dit, ça
ça fait en tout cas référence à d'autres théories. Merci beaucoup, M. K, pour cet exposé très clair et très joli du reste. Et ça me fait penser un peu à l'âge de ce jeune Nigérien. Il a quel âge, Ahmed? Et d'où lui vient ce goût, cet intérêt jusqu'à découvrir un critère de divisibilité par 7? Parce que nous, on se rappelle, dans notre tendre enfance, on connaissait les critères de divisibilité par 2, par 3, et vous aussi, les chers parents qui suivez l'émission avec nous, mais un critère de divisibilité par 7, vraiment, ça, c'est une nouveauté. Oui, bon, Chika, bon, c'est un Nigérian, il a 12 ans. Donc, pour vous dire que c'est 12 ans, oui, 12 ans. Bon, en fait, il l'a découvert ainsi. Son prof lui a donné des exercices sur des critères de divisibilité de 5, de 11, de 2 et de 10. Maintenant, il n'a pas vu 7. Et il a commencé à réfléchir sur les critères de divisibilité de 7. Et il l'a fait comme ce que la méthode que Moucheka a exposée tout à l'heure au tableau. Et vraiment, ça a été vraiment une découverte. Même si on peut le justifier en arithmétique en utilisant les congruences, on peut démontrer ça. Mais c'est lui qui l'a découvert sans même pouvoir le démontrer. Et d'ailleurs, même après cette découverte, on a vu que le critère de divisibilité de 7, il y a d'autres méthodes qui sont semblables. Par exemple, ici, Moucheka a pris le nombre de dizaines plus 5 fois le chiffre des unités. Mais si on fait aussi le nombre de dizaines moins 2 fois le chiffre des unités, on trouve le même résultat. Et ça aussi, c'est un critère de divisibilité de 7. Et depuis lors, il y a d'autres critères. Il y a critères de divisibilité de 17, de 19, etc. Et beaucoup de nombres premiers qui existent. Et c'est pratiquement la même méthode. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Et pour dire que la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous, chers élèves, vous êtes en mesure également de faire comme ce jeune Nigérien. On compte énormément sur vous pour relever les innombrables défis qui se posent à ce pays. Et présentement, notre défi, c'est la lutte contre le coronavirus. Donc, respectons les règles de sécurité en se lavant régulièrement les mains, en respectant la distanciation sociale et en portant les masques. Donc, lavons-nous les mains. Monsieur K. Oui, merci. Monsieur Ndiaye. Voilà, merci. Merci beaucoup, chers élèves. À une prochaine vidéo avec d'autres notions de mathématiques. Merci.